Et on débute ce journal avec cette information de dernière minute. Donald Trump évacué en plein meeting de campagne à Butler en Pennsylvanie avec du sang visible sur son oreille droite après que des détonations ont été entendues. Vous voyez ces images, ces gens qui se jettent littéralement à terre après ces détonations. Et puis l'ancien président américain qui est évacué donc de la scène. Ça s'est passé tout à l'heure à Butler en Pennsylvanie. On va retrouver Mathieu Mabin qui est à Washington. Bonjour Mathieu. Alors on aimerait essayer d'en savoir un peu plus. Que s'est-il passé? Le candidat à l'élection présidentielle américaine, en passe d'être intronisé par les Républicains, a-t-il été visé lors de ce meeting? Alors, l'événement est incontestablement à prendre, en tout cas à première vue, très au sérieux. Tout indique, au moment où nous parlons, que Donald Trump, ancien président des États-Unis, et vous l'avez dit, candidat à l'élection présidentielle pour 2024, a été la cible de tirs directs. Nous pesons nos mots, effectivement, puisque les événements sont extrêmement récents, alors qu'il était en meeting, vous l'avez dit, en Pennsylvanie, dans le cadre de sa campagne, évidemment. Les images de l'événement filmées en direct sur plusieurs chaînes d'information américaines, dont la chaîne CNN, tournent déjà en boucle sur toutes les chaînes d'information américaines, et je devine que vous les avez évidemment sous les yeux au moment où nous parlons. On y voit distinctement Donald Trump au beau milieu de son discours, interrompu par 3 claquements tout à fait caractéristiques du son libéré par une arme à feu, quasiment simultanément. On voit distinctement également Donald Trump porter la main à son oreille et dans les secondes qui ont suivi, plaqué au sol par les agents du Secret Service qui sont en permanence chargés de sa protection. Les médias américains annoncent que Donald Trump est blessé. Attention, sans qu'aucune indication ne soit donnée sur la gravité de la blessure. Mais les images qui inondent déjà en un temps relativement record, il faut le souligner, les réseaux sociaux du monde entier désormais, montrent Donald Trump encadré par ses gardes du corps, le poing levé par le ciel, et on nous rapporte qu'il aurait crié à ce moment « Fight », autrement dit « battez-vous ». Les mêmes médias américains annoncent qu'avant son évacuation, des témoins ont affirmé que du sang apparaissait au niveau de son oreille, ce qui est confirmé par les photos qui circulent encore une fois sur les réseaux sociaux. L'événement qui s'est déroulé autour de 18h30, heure de la côte est américaine, ici aux États-Unis, s'est déroulé en quelques secondes. L'ancien président a immédiatement été évacué, on l'a dit, par la même équipe du Secret Service et encadré par des policiers munis de fusils d'assaut et de casques. Sur la vidéo, qui est encore une fois visible sur toutes les chaînes d'information américaines, on entend distinctement une première série de claquements, peut-être 3, puis un temps mort très bref, quelques secondes, peut-être 2 ou 3 secondes, et à nouveau une série de claquements qui pourraient correspondre à une riposte de la protection rapprochée de Donald Trump. Mais tout ça est évidemment, vous l'avez compris, beaucoup trop récent pour être affirmé. Au moment où nous parlons, il est évidemment beaucoup trop tôt pour vous apporter plus d'informations, mais encore une fois, dans ce pays où les tentatives d'assassinat sont beaucoup plus courantes qu'ailleurs dans les autres démocraties du monde, l'événement est réellement, encore une fois, à prendre au sérieux. Nous nous retrouverons évidemment toute cette nuit dans les prochaines éditions, dès que nous aurons du nouveau. C'est le timing au moment c'est Donald Trump qui est en passe d'être intronisé présidentielle américaine. Oui, nous sommes finalement à presque 24 heures de la tenue de la convention républicaine à Milwaukee, cette grand-messe qui effectivement doit introniser Donald Trump en tant que candidat incontestable républicain à l'élection présidentielle du 5 novembre prochain. C'est effectivement également un cadre tout à fait spécial de tension extrême avec les fragilités montrées par Joe Biden et dénoncées jusque dans son propre camp. La perspective d'un retour de Donald Trump à la Maison-Blanche évidemment a exacerbé les passions dans la société américaine et les tensions politiques dans ce pays. Vous savez à quel point le président Donald Trump peut raisonnablement être qualifié de président non consensuel.
il déchaîne évidemment les passions. La perspective d'une attaque directe contre Donald Trump a été évoquée à maintes reprises, et c'est ce qui explique d'ailleurs que sa protection rapprochée soit aussi dense. On a compté une dizaine de policiers qui étaient présents autour de lui pour faire rempart de leur corps dans les secondes qui ont suivi ces claquements dont nous avons parlé, et qui vraisemblablement, en tout cas selon toute vraisemblance, sont des coups de feu. Merci beaucoup Mathieu Mabin pour toutes ces précisions. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu une tentative de coup d'État contre Trump, que les preuves commencent à en sortir. Vous remarquez que la presse française en parle assez peu, que les preuves commencent à sortir, et que donc toutes les histoires de Trump qui était paranoïaque parce qu'il pensait qu'il y avait des complots contre lui, il y avait des complots contre lui et ils étaient ourdis. Et ça se relie à ce moment-là, Biden, à la grande politique arabe d'Obama, au printemps arabe, vous vous souvenez ? Bien sûr. Où le discours d'Obama au Caire, etc., etc. Où le but était de remplacer les militaires au pouvoir, un peu partout, en Libye, au Caire, en Syrie, par des fondamentalistes musulmans. C'est vraiment le plan d'Obama, ça. En tout cas, quand on regarde l'exécution, il n'y avait pas de doute, quoi. Ouais. Et l'alliance avec l'Iran, tout ça, c'était de se rapprocher du côté religieux des musulmans. Et pour faire toutes ces révolutions, il faut des armes. Et ça pouvait pas être des armes américaines parce que ça aurait été un peu trop visible. Donc, d'où elles venaient les armes ? D'Ukraine. Ah, c'est l'Ukraine qui a servi de relais. C'est l'Ukraine. Toutes les armes venaient d'Ukraine pour déstabiliser Kadhafi. Puis ensuite, on les a retrouvées en Syrie. On a même dit que Madame Clinton avait créé ISIS de toutes pièces. Oui, c'est peut-être pas allé jusque-là, mais enfin, en tout cas, c'est elle qui en a fait. Donc, vous avez une espèce de jeu à plusieurs bandes là, et ça se relie aussi à quelque chose qui est intéressant. C'est que le gaz. Vous savez que, le fameux pipeline, le fameux pipeline russe. Mais ce qu'on ne sait pas, c'était d'ailleurs Roland Dumas qui l'avait dit dans une interview il y a quelques années qui était assez intéressante, c'est que les plus gros gisements de gaz au monde sont à la frontière du Qatar et de l'Iran. Et que l'idée, c'était de faire un pipeline qui est passé du Qatar au travers de la Syrie et ensuite arriver en Turquie et servir l'Europe. Et les Qataris n'acceptaient pas parce que ce sont des bons sunnites et qu'ils ne voulaient pas passer par un pays chiite. Vous savez que bien sûr, les alaouites sont une forme de chiisme. Et donc, il fallait se débarrasser de de la famille régnante en Syrie. En Syrie, des Assad. Des Assad, tranquillement. Donc, on a organisé une petite guerre civile. Et tout ça s'est fait. Donc, tout ça, c'est une espèce de jeu. Oui, c'est un billard à 6 bandes. C'est un billard à 6 bandes, ça part dans tous les sens. Ouais. Mais vous retrouvez toujours ce qui a toujours bloqué en Syrie, par exemple, ce qui a bloqué la chute des Assad, ça a été Poutine. Ouais. Et ce qui a empêché là, c'est toujours Poutine qui bloque tout. Et donc, ça les agace. Hein. Mais alors, pourquoi cette espèce de, tout de suite, de fièvre qu'il y a eu sur l'Ukraine? Enfin, Poutine a quand même massé 100 000 soldats à la frontière. On fait les enchères. Évidemment, les négociations, c'est le bras de fer. En fait, est-ce que la ligne rouge à ne pas franchir pour Poutine, c'est vraiment l'Ukraine entrant dans l'OTAN? C'est parce qu'il l'a dit à plusieurs reprises. Est-ce que l'Ukraine... Si on veut désamorcer cette crise, il faut simplement dire que l'Ukraine ne rentrera pas dans l'OTAN, en tout cas tant qu'on n'est pas en paix avec la Russie, parce que je crois que dans le traité fondateur de l'OTAN, il y a deux choses. On ne peut pas accepter un pays qui est en guerre, et on ne peut pas accepter un pays qui est en guerre civile. Donc, si vous voulez, je voudrais dire tant que temps que l'Ukraine ne sera pas devenue un pays normal, mais c'est pas devant la veille. Il faut pas oublier que la révolution de 2014 en Ukraine avait été fomentée de toutes pièces par la CIA. Ça, tout le monde le sait, ils s'en sont même pas cachés. Donc on a viré un président parfaitement normalement élu qui était pro-russe pour le remplacer par des gens qui ne l'étaient pas. Et ensuite, on vient nous expliquer et pourquoi ils avaient fait ça? Pour une raison très simple. C'est qu'à l'époque, la Crimée appartenait à l'Ukraine. Oui, et que la Russie a pris la Crimée, enfin. Oui, parce qu'il y avait Sébastopol, et que c'est par Sébastopol que vous contrôlez
toute la mer Noire et toute la Turquie en face, et tout le monde arabe de l'autre côté. Donc, le grande idée des stratèges américains, c'était d'enlever Sébastopol. Mais Catherine la Grande s'appelle la Grande parce que c'est elle qui a conquis Sébastopol pour les Russes. Donc, toujours, donc ils peuvent pas. Et il y a 85% de Russes en Crimée. Donc. Et donc, ce que vous dites, Charles Gave, c'est qu'aujourd'hui, si Biden arrive à dire oui, c'est pas quitter le Kiev, et ça y est, la Russie va envahir, et je préviens que si la Russie envahit, on va rétorquer, c'est aussi pour pallier à ce qui se passe avec ce procureur John Durham et ce qui s'est passé. Si les États-Unis commencent à avoir une espèce de guerre, etc., on va pas courir après le président des États-Unis, le chef des armées, etc. Donc oui, c'est assez classique de voir un général qui prend des branlées localement à envahir une île à côté. Si vous voulez, on a vu ça avec les généraux argentins, on a vu ça avec les colonels grecs. Enfin, ça fait partie de Opération diversion. Opération diversion, oui. Ouais. Et en plus, il faut pas oublier une chose quand même, c'est que les Russes, justement, ont fait cet énorme pipeline, le numéro 2, oui. qui assure une espèce d'indépendance énergétique à l'Europe, et en particulier à l'Allemagne, sans passer par l'Ukraine. C'est-à-dire que l'Ukraine ne touche plus ces 3 milliards de dollars par an de droit de passage. Donc, il est touché jusqu'à présent. Ben, il est touché parce que le pipeline passait par chez eux. Celui qui passe en dessous de la mer passe pas par chez eux. Donc, vous êtes un petit peu embêté quand vous êtes un régime extraordinairement corrompu comme le régime ukrainien, parce qu'il n'est pas plus corrompu que le régime ukrainien, de plus avoir vos 3 milliards de dollars. Oui. C'est une perte sèche, ça. C'est une perte sèche. Et puis en plus, les États-Unis, vous savez, je dis toujours que dans un pays, il y a toujours une armée. Si c'est pas l'armée du pays, c'est l'armée du pays d'à côté. Et c'est ce que disaient les Finlandais. Ils savaient parce qu'ils avaient d'un côté, ils avaient les Suédois, de l'autre côté, ils avaient les Russes. Et donc, là, l'armée du pays d'à côté en Europe, ça a été les États-Unis, ça a été l'armée européenne depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est clair. Et ils se retrouvent un petit peu couillons, les Américains, parce que si maintenant toute l'énergie de l'Allemagne vient de Russie, il suffit que les Russes disent, vous savez quoi, je vais vous couper le gaz. Et à ce moment-là, les Allemands se couchent. Donc, il y a aussi une espèce de guerre pour forcer les Européens à choisir entre la production militaire américaine ou le gaz russe. Oui, donc c'est pour ça que je vous dis, quand vous dites que c'est à 6 bandes, il y a des coups tordus partout. C'est à tous les étages, quoi. C'est eau et gaz à tous les étages, on peut dire. Il y a des coups tordus absolument partout. C'est à mourir de... Enfin, c'est pas mourir de rire, mais tout ça me paraît un peu comediante tragediante, vous savez. Oui, parce qu'on sent, là, ça monte, et puis là, Poutine vient de déclarer retrait des militaires de la frontière ukrainienne. Poutine, il n'a aucune envie d'aller. La seule chose qu'il veuille, c'est que l'Ukraine est un curieux pays. Vous avez à peu près le tiers qui sont des Russes, le tiers qui sont des Polonais ou je sais pas quoi, et le 3e tiers qui sont des vrais Ukrainiens. Oui. Et donc, j'imagine que l'ardeur à aller se battre contre les Russes n'est pas fondamentalement forte. Pas très forte, surtout dans le Donbass par là-bas. Et quid, Charles Gave, qu'est-ce que vous pensez de l'attitude du gouvernement français, Macron qui va chez Poutine, qui décide, il faut calmer tout ça. Est-ce que la France est toujours alignée sur les positions américaines complètement ou pas? Complètement, et c'est d'autant plus invraisemblable qu'il y a eu un accord qui a été signé, qui était l'accord de Kiev, je crois, il y a quelques années, 4, 5, 6 ans, où la France et l'Allemagne se portaient garantes d'une espèce de partition de l'Ukraine en différentes régions selon un régime fédéraliste. Et donc vous auriez un côté un côté polonais, un côté russe, un côté, et puis chacun s'auto-gérant un petit peu, mais restant dans l'Ukraine. Donc faire une fédération. Et la France et l'Allemagne, donc ceux qui n'arrêtent pas d'attaquer cet accord, ce sont les Ukrainiens, vous savez, qui sont des gars un peu curieux. J'allais dire Ukrainiens de souche, si Ukrainiens de souche, voilà, mais les autres ils sont aussi de souche, mais ils sont pas Ukrainiens. Et donc ces gars-là, ils attaquent dans le Donbass et tout pour essayer de faire capoter cet accord, parce que eux ils cherchent un conflit. C'est à peu près un tiers des gars qui cherchent un conflit, qui sont d'ailleurs du point de vue politique un petit peu à droite d'Hitler, quoi. Vous voyez, D'accord. Ce sont plutôt des nazis tous. Donc vous avez une série d'histoires là-dedans qui est très très curieuse, qui a des ramifications aux États-Unis dans la famille Biden, parce qu'il est possible que les Ukrainiens aient sur la famille Biden
beaucoup d'informations. Oui, qui ferait des heures. C'est intéressant. Oui, on en a beaucoup parlé avec vous, d'ailleurs, ici. Oui. Et on se rappelle, il y a encore 2 ans, Biden, l'Ukraine. Enfin, la famille Biden et l'Ukraine. Ils ont touché un maximum. Mais c'est rien par rapport à ce qu'ils ont touché en Chine, mais quand même. Et alors, à votre avis, tout ça va se dégonfler comme un soufflet? Tout ça va se dégonfler. Oui, enfin, vous savez, prévoir l'avenir. Et puis, quand vous allez vers des conflits, c'est un petit peu comme en 14, si vous voulez, ça peut d'un seul coup partir, et vous savez, et vous pouvez pas arrêter le coup alors que tout le monde sait qu'il faudrait l'arrêter. Vous voyez ce que je veux dire? C'est donc, moi, je crois que Poutine est un homme extrêmement froid, qu'il analyse les choses avec beaucoup de détachement. Et que il est pragmatique. Il est pragmatique. Il a rien à gagner à une guerre et il a tout à attendre. S'il attend 6 mois, les démocrates se sont fait ratatiner aux élections. Trump reviendra peut-être comme président de la Chambre des représentants. En tout cas, il y a un contre-pouvoir. Ah oui, c'est vrai. Il y a ça aussi. C'est marrant. Ce serait marrant. Ouais. Et donc, à ce moment-là, on se retrouvera avec... on n'aura pas... Donc... je dirais que le clan Biden démocrate, le temps presse pour arriver à une crise qui leur permettrait de passer le camp républicain. Et par contre, s'il y a quelque chose, quand je réfléchis, que je ne comprends pas, c'est pourquoi les Américains et les Européens sont-ils en train de pousser avec fureur la Russie dans les bras de la Chine? Alors ça, j'ai du mal. Oui, ça c'est vraiment le péché mortel. Ça c'est. On va reparler encore 5 minutes avec vous après cette petite pause. À tout de suite. Et que ce soit pour réagir aux propos de Charles Gave ou pour intervenir demain à Arles, vous nous appelez au 0826 300 300. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec Charles Gave, président de l'Institut des Libertés. Charles Gave, on parlait effectivement de cette extraordinaire, de cette tragécomédie, de cette espèce de strate de millefeuille entre l'Ukraine, la Russie, l'Amérique et ses bruits de bottes. La Syrie, la Libye. Tout ça qui est et le gaz évidemment, le pipeline 2 qui va commencer en juin et donc qui va ravitailler l'Europe et surtout l'Allemagne. Mais alors justement, on en parlait hors antenne et sur cette... vous dites, je ne comprends pas que les Américains et les Européens font tout, en tout cas, semblent tout faire pour pousser la Russie dans les bras de la Chine. C'est quand même assez étonnant. Je comprends l'intérêt des Américains à garder leur dominion militaire sur l'Europe. Ouais. Parce qu'il est évident que si on se rapprochait de la Russie et qu'on devenait ami, ils ont une armée pour défendre l'Europe qui est très convenable aussi, les Russes. Donc, donc ce serait pas plus mal. J'ai dû vous dire ici il y a quelques années que quand les Américains s'en iront, il faudra que l'Europe choisisse entre 2 armées, la turque ou la russe. Quoi. Oui, un choix intéressant. Entre les deux, mon corps balance. Tous les deux, moi je sais pas, mais enfin, j'aurais une petite préférence pour les Russes quand même. Mais enfin, j'ai pas été envahi par les Russes. Moi. Donc vous avez ça. Alors ça, je comprends l'intérêt des Américains. L'intérêt des Européens, c'est complètement incompréhensible. Et ce d'autant plus que, je regarde l'Allemagne. L'Allemagne, elle exporte des bidules, des trucs qu'elle fait. Vous savez, c'est un manufacturier. Ils exportent pas des services. Oui, ils n'ont pas désindustrialisé comme nous. Ils font encore des trucs avec des boulons. Et Et ça, en principe, ça prend la mer pour aller se vendre. Et donc, ils étaient embêtés parce que les mers étaient complètement contrôlées par les Américains. Mais à partir de maintenant, vous avez un train qui va de Pékin à Düsseldorf. Et qui fait ça en 2 ou 3 jours, je crois. Et donc, beaucoup plus rapide que les bateaux et tout. Donc, si j'ose dire, les Allemands n'ont plus besoin de la protection pour vendre tous leurs bidules à l'Asie. Ils peuvent le vendre directement à partir de la route de la soie. La route de la soie, absolument. Et l'énergie viendrait de... Donc... Je me trompe peut-être, mais il me semble évident que l'intérêt de l'Allemagne, c'est de sortir de la protection militaire américaine et de se rapprocher de la Russie et de la Chine. C'est vrai, mais est-ce qu'il n'y a pas souvenir, même si c'est il y a 70 ans ou 80 ans? Oui, mais vous avez l'ancien Premier ministre allemand qui est au Conseil de Rosneft, qui plaide pour Gazprom. De Gazprom, qui plaide pour toute une série de choses comme ça. Et à ce moment-là, imaginez que l'Allemagne décide, écoutez, moi je n'ai rien à foutre de toutes vos bêtises européennes, vous me pompez l'air, je me rapproche de la Russie et je me rapproche de... si vous voulez, la France se retrouve dans une situation un petit peu difficile, parce qu'on n'a pas de diplomatie de rechange. Oui.
Ouais, c'est ça. Et on se retrouverait avec le pire des mondes, c'est-à-dire l'Allemagne et la Russie, s'unissant avec la Chine, et nous on serait là-bas tout au bout, et on dirait, mais qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez, c'est intéressant, en tout cas agréable perspective, c'est vrai, mais on verra Macron aller un peu partout, c'est très bien. Merci Charles Gave, merci pour vos éclaircissements, c'est toujours bon. Vous voyez, la complexité, ça a quelque chose de très important. Et voilà, il faut jamais s'envoler vers l'Orient compliqué avec des idées.